Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette présentation Défossilisons, prévenir et guérir les erreurs fossilisées chez nos apprenants hispanophones. Je m'appelle Annie Joannin et je vais donc vous accompagner aujourd'hui dans cette présentation dont le thème central est bien évidemment la fossilisation des erreurs. Alors, après un petit passage en salle d'attente, nous questionnerons la notion d'erreur. Nous nous intéresserons tout d'abord aux causes de la fossilisation de certaines erreurs linguistiques chez nos apprenants hispanophones. Puis, nous verrons comment il est possible de lutter contre les erreurs qui sont déjà fossilisées chez nos apprenants. Et enfin, nous découvrirons quelques stratégies pour nous permettre d'éviter la fossilisation en amont, au niveau lexical, grammatical, mais aussi phonétique. Alors, pour commencer, petit tour en salle d'attente pour pouvoir justement réfléchir à deux questions qui m'ont paru pertinentes et que j'aimerais que vous vous posiez à vous-même. Premièrement, pensez-vous qu'il faille se tromper pour apprendre? Et deuxièmement, pensez-vous qu'il faille corriger les erreurs? Alors, lorsque je soumets ces questions aux professeurs de français langue étrangère, la réponse est quasiment unanime, à quelques exceptions près. Et tout le monde me répond oui, il faut se tromper pour apprendre. Et quasiment tout le monde me dit aussi il faut corriger les erreurs. Et donc, ce qui m'amène à un petit paradoxe, mais qui fait partie de notre pratique d'enseignement du français. L'erreur est donc constitutive de l'apprentissage, mais pourtant, il faut éviter les erreurs. Alors, c'est vrai que c'est un peu paradoxal, et pourtant, c'est une réalité dans notre pratique. Mais alors, quand on parle d'erreurs, il y a peut-être des manières de classer ces erreurs. On peut parler d'erreurs en fonction des compétences, c'est-à-dire des erreurs de production orale, de production écrite, de compréhension orale, de compréhension écrite. Ça peut être une manière de distinguer les types d'erreurs. On peut aussi les diviser selon la fréquence. Est-ce que il y a des erreurs qui sont systématiques, voire fossilisées, contre des erreurs qui sont plutôt occasionnelles, peut-être dues à la fatigue, peut-être au manque de concentration, à l'émotion, etc. Et évidemment aussi des erreurs que l'on peut classer en fonction de la gravité, des approximations ou complètement des contresens. Alors, dans notre cas, nous allons plutôt nous focaliser sur des erreurs linguistiques et probablement des erreurs de production. Dans ce cas-là, on parle vraiment d'erreur une fois que la règle devrait être acquise, par exemple une erreur infraniveau. C'est là qu'on parle vraiment de fossilisation, quand on parle d'une erreur, par exemple, de type A1, qui continue à se produire dans un niveau B1. Alors attention, c'est pas parce que l'erreur linguistique est fossilisée qu'elle est problématique pour la communication. Hein. Il y a aussi, bien évidemment, une question d'ordre d'importance des erreurs. Il peut y avoir des erreurs fossilisées qui ne sont pas vraiment graves, qui ne posent pas problème pour la communication. Et dans cette présentation ici, nous allons nous intéresser à la fossilisation des erreurs, mais pas vraiment à leur gravité. D'accord? Alors, justement, je voulais vous proposer une petite définition de cette erreur fossilisée, de cette fossilisation. Le terme de fossilisation fait référence au phénomène de la permanence chez un apprenant dans l'état de développement de sa L2, de sa langue 2, de forme déviante ou erronée, qui continue de se produire en dépit de la poursuite d'une exposition à la langue 2, d'une pratique systématique ou encore des explications d'un enseignant. La fossilisation linguistique ne signifie pas la cessation de l'apprentissage, mais bien la stabilisation de formes linguistiques erronées. C'est bien ça ce que nous allons traiter aujourd'hui. Donc la question centrale maintenant, c'est vraiment de savoir alors quand est-ce qu'on va corriger quoi, qu'est-ce qu'on va corriger, comment le corriger et peut-être même qui va le corriger pour éviter cette fixation, cette stabilisation des erreurs.
Alors, passons donc à l'analyse, au diagnostic. Comment allons-nous pouvoir éviter cette fossilisation? Déjà, il faut qu'on connaisse les causes de cette fossilisation. Quelles peuvent être les causes de la fossilisation des erreurs? On peut en trouver beaucoup et je suis sûre, si je vous laissais le temps d'y réfléchir, vous commenceriez à partager plusieurs pistes d'explication. Moi, je vais vous partager des grandes rubriques. Il y a probablement d'autres manières de l'expliquer. Je vais tout d'abord parler de l'impact des interférences avec la langue maternelle ou avec d'autres langues apprises. Donc, ces erreurs, ces interférences avec la langue maternelle ou d'autres langues apprises peuvent être sémantiques. Quand l'étudiant est influencé, par exemple, par l'anglais, eh bien, il va dire facilement « Ah, je suis resté tout le week-end », au lieu de dire « Je me suis reposé tout le week-end ». Ou encore, bien évidemment, la formulation qui ne s'explique toujours pas de « je suis 15 ans », alors qu'en espagnol et en français, on dit bien « j'ai 15 ans ». Eh bien, ces interférences-là, on calque en fait des structures de notre langue maternelle ou d'une autre langue que nous avons apprise et ça provoque des erreurs. Okay. On a souvent stigmatisé ce contact linguistique. À une époque, on voulait l'éviter à tout prix. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces interférences sont le témoin de l'interlangue de l'apprenant. Il correspond à sa compétence, en fait, dans la langue cible, à un moment donné de son apprentissage. Et il est même considéré comme un atout dans le développement de la conscience métalinguistique des apprenants, et ça constituera une stratégie, en fait, efficace face au type d'erreur. Donc, la méconnaissance, finalement, du fonctionnement de la langue cible, de la règle, du thème, va pousser l'apprenant à utiliser un substitut, et ce substitut va se fossiliser. C'est une piste d'explication. L'autre piste d'explication serait plutôt due à la langue cible, ici au français, et à son caractère peut-être un peu aléatoire. Pensons au français avec ses nombreuses exceptions et les explications avec une logique qui quelquefois pourrait paraître bancale, et donc ça ne facilite pas forcément la tâche des apprenants. Donc cette complexité mène à une surgénéralisation qui peut provoquer des erreurs et des erreurs qui se fossilisent. Je pense à une règle, donc l'apprenant a bien compris les terminaisons des verbes du présent, et il a bien compris qu'avec vous, ça va toujours terminer avec EZ. Et donc, il va surgénéraliser, et quand il arrive au verbe faire, eh bien, ça devient vous faisiez au lieu de vous faites, ce qui paraît complètement logique. Mais il va continuer de la répéter, et à la fin, elle va être fossilisée. Voilà, donc ça, c'est aussi une explication, le fait que la langue elle-même, la langue cible, a elle-même des particularités qui sont peut-être pas toujours faciles à comprendre et qui vont peut-être encourager ces erreurs-là. Alors maintenant, pourquoi elle se fossilise l'erreur? Parce que ça, c'est pourquoi il peut y avoir des erreurs, mais pourquoi elle se fossilise? Peut-être parce qu'elle n'a pas été corrigée pendant un certain temps. Et ensuite, on va commencer à la corriger. Mais donc, le fait qu'elle n'ait pas été corrigée pendant un certain temps, et c'est tout à fait justifiable, hein, imaginons une erreur de supraniveau qu'on ne corrigerait pas dans un niveau inférieur, et quand on arrive à ce niveau-là, l'étudiant avait déjà assimilé cette structure dans son schéma mental, et donc il n'arrive pas à la corriger. Ou aussi une mauvaise compréhension d'une règle, et donc une répétition de l'erreur par habitude, par paresse, par fatigue, par manque de concentration, etc. Alors, c'est ce qui nous explique en fait l'origine. Maintenant, comment allons-nous lutter contre ces erreurs fossilisées? Il faut déjà déterminer ce que nous allons corriger. Quoi? Je vous expliquais en introduction que nous allions plutôt nous focaliser sur
la question des erreurs linguistiques. Et donc, qui dit linguistique prend en compte finalement différentes familles d'erreurs linguistiques. Je dirais peut-être des erreurs lexicales. Des erreurs lexicales qui peuvent être l'étendue du lexique. Donc des mots qui n'existent pas en français, mais qu'on va continuer à utiliser dans notre français d'apprenants hispanophones. Je pense par exemple au mot la duration, que j'entends fréquemment. Alors la duration, qui n'existe pas en français, mais qu'on continue d'utiliser. C'est un type d'erreur lexicale qui est dû en fait à un barbarisme, un hispanisme ici. Voilà. Il y a aussi des erreurs lexicales plutôt de maîtrise. Donc, des mots qui existent en fait en français, mais qui ne sont pas employés correctement dans la langue française. Je donnais tout à l'heure l'exemple du verbe rester. Je pense que c'est un exemple qui est assez parlant. Utiliser le verbe rester pour dire se reposer, ça n'a pas le même sens, ça va provoquer des problèmes de compréhension. Et effectivement, c'est un type d'erreur qu'on va pouvoir corriger et qu'on va éviter de fossiliser. Des erreurs, dans le quoi, il y a aussi les erreurs de morphosyntaxe. Alors, de morphosyntaxe, de grammaire, de conjugaison, de structure de phrase, peut-être de choix des temps. Tous ces aspects-là peuvent entraîner en fait des erreurs et des erreurs qui peuvent se fossiliser. Et bien évidemment, dans la partie linguistique, nous intégrerons aussi les erreurs phonétiques, donc que ce soit de prononciation pure ou même de prosodie. Maintenant, dans les soins, qui va corriger, qui va permettre donc finalement que ces erreurs disparaissent? Alors la correction ici peut se faire, j'aimerais vous laisser y réfléchir, mais c'est un peu bizarre en fait d'attendre dans le silence, donc je préfère vous le dire ouvertement. Qui, d'une part, probablement vous pensez au professeur. Le professeur va corriger les apprenants. Oui, tout à fait, c'est possible. On pourra voir comment, justement, il va pouvoir corriger ou éviter que l'erreur se fossilise. Mais il n'est pas le seul à entrer en action dans ce processus de correction. Il y a également, bien sûr, l'étudiant lui-même, avec ce processus d'autocorrection. Cette prise de conscience de l'erreur va lui permettre de la faire disparaître. Et peut-être aussi les autres, les compagnons. On peut penser à des activités de co-correction où les autres sont aussi, font partie de ce système de correction de l'erreur. Quand allons-nous corriger? Alors, ce quand, justement, amène une réponse, je dirais, en 3 temps. Le avant, vous allez me dire, mais comment? Le pendant et le après. Alors là, avant, on en parlera peut-être dans la partie de prévention. Hein. Le pendant et le après, je pense que c'est beaucoup plus évident dans notre pratique de professeur. Et justement, la grande question, est-ce que je dois corriger sur le moment? Est-ce que je dois interrompre l'étudiant? Est-ce que je dois attendre? Donc, il y a plusieurs pratiques. Hein. Je pense que vous vous êtes rendu compte que quand vous interrompez un étudiant et que vous donnez la forme correcte, la réaction de l'étudiant est systématiquement de répéter la forme correcte, mais on n'observe pas que cela reste dans la mémoire de l'étudiant sur du plus long terme. Donc, il y a probablement d'autres manières de le faire qui pourraient être plus efficaces. Je suis sûre que vous avez tous eu cette expérience et que vous avez tous répété les mêmes choses aux mêmes étudiants. Ils l'ont répété sur le moment, mais ça n'est pas resté dans leur tête. La question du pendant ou du après dépend de beaucoup de facteurs, notamment, je dirais aussi du niveau de l'étudiant. Parce que c'est vrai qu'un étudiant débutant qui commet
pas mal d'erreurs au début, ce qui est logique, hein, et qu'on coupe systématiquement, ou à qui on fait remarquer toutes les erreurs, même si ce n'est pas sur le moment, peut-être après, va probablement être plus frustré, peut-être plus crispé, qu'un étudiant de niveau plus avancé qui souvent nous demande de les corriger plus fréquemment. Donc il y a peut-être aussi quand on parle du camp, il y a aussi cette fréquence, hein, peut-être qui rentre en jeu ici. Pendant l'activité est probable, il va dépendre des objectifs qu'on s'est fixés et peut-être du niveau des étudiants, de leurs attentes. Le après est tout à fait envisageable, surtout quand c'est une correction construite, où on observe, on note et on revient sur les erreurs pour que justement elles soient expliquées, elles soient accompagnées d'une prise de conscience. Donc, ne pas perdre de vue dans votre travail sur les erreurs qu'il y a plusieurs temps aussi pour corriger. Donc, avant, pendant, après. On traitera l'avant, après, ce qui paraît un peu illogique, mais c'est pourtant le cas. Et puis, évidemment, comment? C'est la question centrale, en fait. Comment arriver à éviter ces erreurs et comment éviter qu'elles se fossilisent, qu'elles restent? Je crois vraiment que la base est la prise de conscience. Il faut absolument que l'étudiant prenne conscience de l'erreur et qu'il est en train de la commettre, qu'il vient de la commettre. Il faut qu'il prenne conscience aussi de sa fréquence, qu'elle est régulière, qu'elle est répétée. Pour que finalement, petit à petit, en s'en rendant compte, il puisse le corriger et finalement atteindre une certaine autonomie dans ce processus-là. Je suis persuadée en fait qu'on ne va pas réussir à défossiliser une erreur si le professeur est le seul acteur. Il est donc impératif d'inclure l'apprenant dans cette démarche-là. Et l'inclure, c'est lui faire prendre conscience de. Prendre conscience et l'ancrer, le fossiliser à l'envers. Alors, je voulais vous présenter dans cette présentation plusieurs outils qui ont été développés notamment à l'Alliance française de Puebla où je travaille, mais j'imagine dans d'autres institutions, vous avez probablement aussi des techniques. Ici, je vous fais un petit éventail, une petite présentation de différentes techniques qui vont nous permettre d'atteindre cette prise de conscience, cette autonomie et de défossiliser les erreurs linguistiques de nos apprenants. Le premier que je vous propose, c'est le marque-page. Alors, le marque-page, ici, pour défossiliser une erreur plutôt de production écrite. Je vais vous présenter quelques outils pour qu'on travaillerait plutôt dans des productions écrites et d'autres plutôt dans des productions orales. Production écrite, le marque-page. Donc ici, l'apprenant répertorie ses erreurs sur le marque-page qu'il gardera dans son livre, dans son cahier, pour éviter de les reproduire la fois d'après, bien évidemment. Alors, ça paraît un peu évident, ça peut être décliné, hein. Ici c'est un marque-page, vous pouvez très bien imaginer que ce soit des petits porte-clés, j'ai vu plusieurs déclinaisons de ce même principe. Ici je vous montre un exemple. Donc dans ce marque-page, nous avons une première colonne. Alors, le marque-page ici fonctionne un peu comme un triptyque, donc on peut plier dans ce cas-là, mais vous pouvez très bien imaginer un design beaucoup plus moderne. Ici, on avait une première colonne, une première page, plutôt sur des stratégies pour la production écrite, avec avant de commencer à écrire, ce qu'il faut que je garde en tête, hein, j'ai bien lu la consigne, je sais ce qu'on attend de moi, j'écris mes idées, j'écris mes exemples, je réfléchis, j'organise mes idées. Ça dépend du niveau, bien évidemment. Hein. Là, ici, ce serait probablement à partir du B1. Après avoir terminé ma rédaction, d'autres stratégies, je fais attention aux éléments suivants. Voilà, mes adjectifs qualificatifs sont bien accordés. C'est déclinable en fonction des objectifs que vous voulez vous fixer avec votre groupe. Je n'ai pas oublié les déterminants, les articles, les possessifs, les démonstratifs. Mes verbes sont correctement conjugués. J'ai évité les répétitions. Ce sont des petites astuces. Ça, c'est dans la première. C'est une sorte de checklist que l'étudiant peut faire. Les deux autres colonnes, donc la deuxième, les erreurs que je veux éviter la prochaine fois, c'est un petit peu le contrat étudiant. Donc, oh là là, j'ai pris conscience, je fais toujours ça. Donc, la prochaine fois, je ne veux pas commettre cette erreur-là.
Et la dernière colonne, c'est les erreurs que je n'ai pas encore réussi à éviter, qui se répètent d'une rédaction à l'autre pour permettre cette prise de conscience, en fait. Voilà, donc c'est une manière d'accompagner les apprenants dans leur prise de conscience et de l'erreur, leur prise de conscience de la fréquence aussi avec laquelle ils la commettent, et donc se créer aussi un ordre d'importance, puisqu'ils ne pourront pas corriger toutes les erreurs fossilisées d'un coup, hein, mais donc ils vont pouvoir se fixer des ordres aussi d'urgence. Le deuxième outil que je voulais vous présenter, c'est un code couleur. Encore une fois, toujours dans l'optique de faire prendre conscience aux étudiants du type d'erreur qu'ils commettent et donc de détecter les erreurs qui sont récurrentes et qui deviennent finalement fossilisées. Le code couleur, donc là je vais vous présenter le modèle qui a été mis en place à l'Alliance de Puebla, mais il y a plusieurs modèles qui existent. Ici, l'apprenant s'autocorrige. Quand je vous disais que l'étudiant doit être acteur dans ce processus-là, effectivement, la rédaction qui est corrigée par le professeur, où on souligne, où on raye, où on met la réponse juste à côté, ne permet pas à l'étudiant cette prise de conscience et donc ne permettra pas de détecter et d'effacer les erreurs commises. Ici, l'apprenant s'autocorrige grâce à des indications, à un code qui est ici créé à partir de couleurs et de symboles. Ça donne ça, le code couleur de l'Alliance de Puebla. Donc, dans ce code couleur, il y a bien évidemment les aspects grammaticaux, les aspects lexicaux, et puis des symboles qui vont surtout faire référence à des questions peut-être de syntaxe, aussi, on a même un petit symbole très bien pour valoriser les choses qui seraient bien faites. Et donc, on a vraiment développé ce code-là de sorte que tous les apprenants, en fait, d'une rédaction à l'autre, puissent voir une continuité, d'un professeur à l'autre aussi, en fait, ils puissent comprendre comment se corriger et comment éviter. Quand ils voient toutes leurs copies avec du jaune, ils se rendent bien compte qu'ils ont d'abord des problèmes lexicaux. Quand ils voient que c'est systématiquement les mêmes erreurs de grammaire qui sont surlignées, ils vont pouvoir petit à petit y remédier. Donc ça, c'est un autre outil que je voulais vous présenter dans cette prise de conscience pour petit à petit effacer ces erreurs en production écrite. À l'oral, d'autres outils ou d'autres techniques, les codes à l'oral qui peuvent être des mimiques, des gestes pour signaler des erreurs ou pour encourager à l'autocorrection. Alors, je suis sûre que vous en avez déjà certains d'entre vous. Ça peut être des mimiques, ça peut être des clochettes. Moi, j'ai vu des marionnettes aussi avec des petits grelots. Et donc, quand il y avait une erreur, hop, la personne qui s'en rendait compte, ça n'était pas systématiquement le professeur, ça pouvait aussi être les autres étudiants. Prenez cette marionnette avec ce grelot et diling, et la personne, ah, c'est vrai, ça devenait très, très amusant, en fait, dans le groupe classe, hein, ces dynamiques-là. Dans les gestes, je vais vous donner un exemple sur une erreur phonétique courante chez les hispanophones, la différence entre le « e » muet de la fin d'un mot, qui ne se prononce pas donc, et le « et » avec un accent. Et donc, dans le cas que je veux vous soumettre, il est accompagné de toute une petite explication qui va permettre de marquer cette règle dans la tête des étudiants. Le « e » et le « et » sont des adolescents, ce sont les meilleurs amis du monde, et le « e » et le « et » se ressemblent énormément. Jusqu'au jour où E décide d'aller chez le coiffeur et il se fait une coiffure très moderne. Et quand il sort de chez le coiffeur, il fait et moi je suis cool, et je me prononce et avec ce symbole de la main, voilà, c'est l'accent sur le et, c'est sa coiffure. En le voyant, le e
trouve son ami est tellement cool qu'il devient timide et il se dit « Oh non, moi, t'es super cool, moi, je suis pas comme toi, moi, tu sais quoi, laisse-moi la fin des mots et oublie-moi, ne me prononce pas, mets-moi entre parenthèses. » Donc, le « e » devient la parenthèse. Et donc, ce code-là est réutilisé dans la salle de cours et donc, quand l'étudiant dit je mangeais », ah non, non, je mange. Et ces codes-là, ces mimiques, ces gestes, s'intègrent dans la dynamique de cours et permettent aux étudiants petit à petit de s'auto-corriger et d'éviter finalement, parce qu'ils disent je mange, ah non, je mange, et donc permettent aux étudiants d'éviter les erreurs qu'ils commettaient de manière beaucoup plus systématique. Donc ces codes, ne pas hésiter en fait, chacun avec votre originalité, votre imagination, votre créativité. Là, je l'ai ajouté avec une petite histoire pour marquer, parce que j'y viendrai un peu plus tard, mais je pense qu'il faut aussi que les explications soient marquantes d'une certaine manière pour éviter la fossilisation de l'erreur, plutôt fossiliser la forme correcte. Voilà pour les codes à l'oral. Il y a aussi d'autres techniques, d'autres outils comme les supports visuels, même pour la production orale. Alors ici, je pense que tout le monde en a déjà utilisé, mais n'oublions pas en tant que professeur que ça fait partie des ressources à disposition pour éviter l'erreur, pour permettre l'autocorrection et même de manière générale, l'étudiant, quand il va être habitué à utiliser ces supports visuels, il va finir par, avant de commettre l'erreur, vérifier, dire ah oui, c'est bon jusqu'au moment où il deviendra autonome. Alors ce sont des affiches qui sont dans la salle de classe, évidemment, éviter de placarder tous les murs avec beaucoup d'affiches, sinon à la fin, ils ne vont plus s'y retrouver. Mais ces affiches donc serviront de référence lors de leurs échanges. Je vais vous donner un exemple ici. Voilà. Ici, il y a les règles basiques. Alors, le E, muet, ES ou ENT, on ne le prononce pas. Évidemment, cette Alors, évidemment, cette affiche aura été expliquée en amont aux étudiants. Donc, ils sauront à quoi fait référence chaque symbole ou chaque groupe de lettres. Et donc, je prends l'exemple de la goutte d'eau avec le AU ou le EAU qui se prononce O. Eh bien, l'apprenant, quand il aura peut-être, s'il fait une lecture, disons, et il ne prononce pas correctement l'expression, on peut très bien imaginer le professeur qui lui montre la fiche et l'apprenant qui se corrige tout seul. Ah oui, c'est vrai, c'est O. Et à la fois d'après, quand il sera confronté au mot château, il va regarder la fiche avant pour pouvoir prononcer correctement. Et finalement, la fois d'après, il n'aura plus besoin de le regarder parce qu'il connaîtra déjà le groupe de lettres. Donc, ces supports visuels nous aident pour la prononciation, ils peuvent nous aider pour d'autres, pas forcément la production orale, hein, ça peut aussi être en production écrite sur certaines règles grammaticales, pourquoi pas. Mais ils sont très utiles dans la classe et deviennent vraiment un outil que l'on peut utiliser de manière régulière et qui nous aide à amener l'étudiant vers cette autonomie. Alors, une autre technique, un autre outil que l'on peut utiliser aussi pour la production orale, c'est la technique des petits papiers. J'aime beaucoup cette technique-là, elle fonctionne plutôt bien. Les petits papiers, ce sont des cartes d'erreur, un peu classiques, qui sont remises aux apprenants qui commettent une erreur, une erreur en particulier. Commet l'erreur de l'article contracté ou il a prononcé la consonne finale. Ça peut être, encore une fois, hein, les erreurs linguistiques, donc lexicales, grammaticales ou phonétiques. L'étudiant donc commet l'erreur et la personne qui s'en rend compte, souvent le professeur, va lui donner la carte comme un petit malus. Hein, donc il a son petit papier. Et l'étudiant doit s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, il doit repérer la même erreur chez un camarade de classe. Donc s'il entend un autre camarade qui fait l'erreur de l'article contracté, hop, il va pouvoir se débarrasser de la carte et la lui remettre. Et ainsi de suite dans le groupe. Hein. Le but du jeu est évidemment de terminer le cours sans carte.
Hein. On peut imaginer aussi des gages, on peut imaginer toute une dynamique ensuite. Et puis, le but du jeu ultime, ce serait en fait, puisque c'est le professeur contre les apprenants, ce serait en fait que le professeur ne puisse remettre aucune carte pendant le cours, auquel cas il perdrait. Donc, les étudiants, ou parce que l'étudiant, le professeur commettrait l'erreur, j'en doute, mais donc il faudrait éviter absolument que le professeur puisse distribuer ces cartes-là aux étudiants. Ça marche vraiment très bien, cette petite dynamique-là, des petits papiers. La technique aussi des gardiens en production orale est très efficace, notamment lorsqu'il y a une présentation d'un étudiant. Alors, que faire lors des présentations où il y a un étudiant ou un groupe d'étudiants qui présente et le reste de la classe reste passif? Eh bien, justement, les gardiens, ça permet d'éviter cette passivité, ça permet aussi la prise de conscience de l'erreur chez l'autre, qui va, d'une certaine manière, permettre aussi la prise de conscience chez soi-même. On va désigner des tâches spécifiques aux auditeurs qui vont vérifier donc la qualité de la production. Alors, en fonction du nombre d'étudiants, on peut imaginer des gardiens de beaucoup de choses. On peut avoir le gardien du lexique, on peut avoir le gardien de la grammaire, le gardien de la prononciation. On peut avoir le gardien, si on veut le spécialiser, le gardien des articles contractés, le gardien, si on veut vérifier certaines règles grammaticales en particulier. On peut aussi mettre des gardiens plutôt sur des aspects pragmatiques. Le gardien du plan, voilà, le gardien de l'argumentation, ça dépend du niveau, en fonction de l'objectif en fait qui est visé dans le cours. Et ces gardiens ensuite vont faire un retour au groupe classe, ils vont expliquer ce qu'ils ont observé. On peut aussi habituer les apprenants à observer les choses qui sont positives dans la présentation. Il n'est pas obligatoire de se focaliser uniquement sur les erreurs. On peut aussi leur faire prendre conscience des atouts en fait de la présentation qu'on vient d'écouter. Et ça permet justement cet échange, ça évite la passivité des étudiants et ça permet cette prise de conscience sur les erreurs. Le dernier outil que je voudrais vous présenter, c'est la police de la langue. Alors, la police de la langue, c'est des petits panneaux qui sont à disposition du groupe dans la salle pour valider ou pour sanctionner des erreurs qu'on commet de manière régulière dans les productions orales. Donc là, je vous montre un exemple. Voilà, il y a évidemment les petits panneaux de bien jouer quand on voit qu'il y a quelque chose qui a été bien fait, parce que n'oublions pas qu'il faut aussi valoriser de ce côté-là. Et puis, il y a ces petites cartes, ces petits panneaux, attention, que l'on peut prédéterminer avec voilà, les contractions. Ah, attention, là, j'avais oublié la contraction. La négation, hop, un autre petit panneau. La consonne finale, enfin, évidemment, avec toutes les erreurs types que l'on peut imaginer. Et donc, cela permettra, encore une fois, de signaler. Ça évite que le professeur soit systématiquement celui qui corrige. On décentralise un petit peu. Et on permet aux étudiants vraiment de réfléchir sur ces erreurs-là qui, on l'a dit au début, sont constitutives de l'apprentissage, mais qu'on veut arriver à éviter au fur et à mesure. Voilà, alors pour pouvoir créer ces outils, eh bien, il est nécessaire de connaître les erreurs types des apprenants. Ça va nous permettre une autre approche, celle d'éviter la fossilisation en amont. C'est le avant que nous avions mentionné tout à l'heure. Et donc, prévenir les erreurs. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, nous avons parlé des erreurs qui sont déjà fossilisées, comment éviter, comment les effacer en fait. Et maintenant, on peut se poser la question, et si en fait, on faisait l'inverse, on les évitait à la source. On l'anticipait tellement bien qu'en fait, ces erreurs qu'on retrouve chez pratiquement tous nos apprenants hispanophones et qui ont des tendances, en fait, on peut peut-être les éviter en amont, anticiper à la source. Alors, si on les anticipe bien, d'ailleurs, on n'aura plus besoin de les guérir, bien évidemment. Pour faire ça, ça implique que vous connaissiez les erreurs types de vos apprenants,
que vous connaissiez votre public. On a quand même une chance auprès des apprenants hispanophones, c'est qu'ils ont une langue commune et donc ils ont tendance à être sujets aux mêmes interférences linguistiques, puisqu'ils ont un modèle linguistique de base. Et donc, on peut prédéterminer les types d'erreurs qu'ils vont commettre. Moi, je les ai divisés ici, encore une fois, en 3 grandes familles dans les erreurs linguistiques. Et en fait, je vais vous partager le résultat d'un travail d'équipe de professeurs qui ont réfléchi, en fait, aux erreurs types, par exemple ici, de lexique. Vous allez voir, ils se sont attelés, en fait, à cette question-là, puis ils ont compilé sur ce document plusieurs erreurs types de lexique des apprenants hispanophones. Moi, je vous invite à faire cet exercice réellement individuellement ou peut-être dans votre institution de manière groupée. Ici, je vous partage certains résultats. Évidemment, ce n'est pas une liste complète, mais je pense que vous allez retrouver plusieurs erreurs types sans aucun problème. Par exemple, ici, la différence entre depuis et après, en fait. Depuis, l'étudiant qui systématiquement, pour dire après, va utiliser le mot depuis. Vous le savez, vous pouvez donc peut-être anticiper, générer une explication qui va pouvoir éviter cette confusion. Ou, encore une fois, le comme et le comment. C'est une autre erreur qui est récurrente. Là, je prends des erreurs plutôt de maîtrise, hein, mais c'est vrai que j'avais noté le mot duration, combination, ces choses-là. On peut aussi travailler sur des erreurs, en fait, des hispanismes, des mots qui sont créés de toutes pièces. L'erreur de pourtant, qui est utilisée dans des niveaux peut-être un peu plus élevés, pourtant qui est utilisée comme por lo tanto, alors que ça signifie cependant. Donc, si vous êtes conscient de ces confusions-là, vous pouvez les anticiper, vous pouvez créer des situations d'explication, on va y venir justement, qui vont permettre en fait d'attirer l'attention de l'apprenant sur cette particularité et peut-être éviter que l'erreur se commette. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais ça fonctionne plutôt bien de manière générale. Au niveau de la morphosyntaxe, j'ai aussi posé la même question au groupe de professeurs et voici ici un résultat avec plusieurs pistes de réponses sur les erreurs types qui sont commises par les étudiants. Donc, on voit le qui et le que, bien sûr, une certaine préposition, les articles contractés, bien sûr, les possessifs, la place de la négation. Donc, plusieurs erreurs comme ça que vous savez que les étudiants vont commettre probablement et on va essayer d'anticiper ces erreurs-là pour que ça ne s'ancre pas profondément. Au niveau de la phonétique, même chose. Je vous invite vraiment à faire ce travail-là dans vos préparations de cours. Dans la phonétique, vous savez déjà que les étudiants vont être certainement amenés à prononcer la consonne finale, ils vont prononcer le E ou le E. C'est ces choses-là, en fait, ils vont confondre le V et le B, ce sont le U et le OU, ce sont des erreurs communes, mais que vous pouvez travailler petit à petit et surtout anticiper. Alors, le fait de bien les connaître, ces erreurs, ça permet de développer des stratégies de prévention. Là, moi, je vous ai donné l'exemple du E et du E, du E et du E. Évidemment, le fait de le savoir nous permet de proposer déjà une explication dès le début qui aille dans le sens de je vais faire la distinction, je vais éviter de le confondre. Si dès le A1, on explique ça, on marque ça dans la tête des apprenants, il est probable que l'erreur ne se fossilise pas chez eux. Et évidemment, le fait aussi de prédéterminer ces erreurs type, ça vous permet aussi
d'avoir une démarche un peu différente dans les conceptualisations. Et là, j'attire vraiment votre attention en tant que professeur sur les étapes de la séquence didactique et le fait que je crois qu'une grande partie de l'erreur se joue dans la manière dont vous conceptualisez avec vos étudiants. Si vous avez anticipé ces problèmes-là linguistiques, vous pouvez préparer une conceptualisation qui aidera les apprenants dans leur démarche. Ici, je voudrais dire qu'il y a une importance particulière à l'hypothèse, en fait. Laisser la place de l'hypothèse dans la conceptualisation. C'est un peu la démarche en fait de la grammaire inductive, hein, et permettre aux apprenants de s'approprier réellement les règles puisqu'ils vont les construire eux-mêmes. Ils vont eux-mêmes s'en rendre compte et le fait de le créer eux-mêmes va leur permettre de se l'approprier et probablement de ne pas être consommateur passif d'une règle qui va passer par là et sortir de l'autre côté, mais vraiment la comprendre complètement. Donc, faire construire la règle par le groupe, et quand je parle de règles, hein, je parle aussi de règles de phonétique, hein, c'est pas uniquement la grammaire. Que vraiment, ils se l'approprient, et si c'est possible aussi, que ça passe par une expérience qui puisse être marquante. Imaginez, donc, si le professeur raconte cette histoire du E et du E en faisant le clown dans la classe, ça va rester dans la tête de l'apprenant. Et le fait que ça reste dans la mémoire, ça permet aussi ça joue à cette prise de conscience et ça permet d'éviter une erreur puisqu'on se rappelle en fait du moment et de l'explication. Donc, ça sera dans la partie conceptualisation. Alors, je ne veux pas non plus oublier les autres étapes de la séquence, pas du tout, hein. Il y en a d'autres en amont qui sont fondamentales, bien évidemment. Et après la conceptualisation, ne pas oublier la systématisation, puisque on peut comprendre une règle, mais on peut commettre les erreurs tout de même. Il faut donc pratiquer, mettre en pratique ces règles-là pour qu'elles soient acquises. N'oublions pas non plus de systématiser. J'ai rajouté automatisation parce que c'est une notion qui me paraît intéressante. Systématiser, c'est pas forcément automatiser, c'est pas forcément marteler et faire et refaire et refaire. Et c'est vrai que quelquefois, l'automatisation peut aider. Et là, j'ai envie de faire un pont vers une autre idée. Je ne sais pas si vous avez vu le film Inception, avec Leonardo DiCaprio et Marion Cotillard, où ils sèment des idées dans la tête des gens et en fait, ensuite ils vont agir en fonction de ce qu'ils ont semé dans la tête des gens. Eh bien, on peut faire un peu la même chose. Si au lieu de fossiliser des erreurs, on fossilisait des structures correctes, on fossilisait la forme adéquate. Ça peut être aussi une technique hein, en prévention. C'est-à-dire qu'on ne va pas permettre que l'erreur se produise parce qu'on aura fossilisé une structure quelque part en la martelant. Alors, il ne faut pas en abuser, hein, si vous martelez à chaque fois, ça devient vraiment très rébarbatif. Mais dans certains cas, là, je vais vous présenter une dynamique qui me paraît intéressante dans ce sens-là. Ça peut être intéressant. Alors, justement, cette dynamique, ce sont les dialogues rythmiques. Alors, les dialogues rythmiques, c'est une combinaison, ici, en tout cas, d'une règle de grammaire. Là, c'est le si plus imparfait et conditionnel dans l'autre partie de la phrase, avec une question un peu de prosodie. Donc, pourquoi pas, on peut aussi combiner des objectifs linguistiques. Et ça fonctionne comme un ping-pong. Okay, d'un côté et de l'autre côté, il y a deux étudiants qui se répondent. Il y en a un qui va poser des questions avec le si plus imparfait et l'autre qui va répondre avec les conditionnels. On pourra changer les rôles et on peut aussi changer le nombre de pieds. Ici, il y a 4, 5 ou 6 pieds pour que ça fasse la musique suivante. Imaginons le ping-pong, je vais essayer de le dédoubler. Si j'étais riche, je te paierais. Si j'étais beau, je t'aimerais. Si j'avais faim, tu mangerais. Si j'avais peur, je t'aiderais, etc., etc., etc. On peut imaginer
beaucoup de dialogues rythmiques qui deviennent très amusants et puis qui servent un peu cette idée de marteler, de fossiliser une structure correcte. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation sur la fossilisation des erreurs. Alors, défossilisons. Hein. Défossiliser, c'est bien sûr guérir, c'est bien sûr effacer des erreurs qui sont déjà présentes, mais c'est surtout, à mon avis, prévenir, anticiper. Un peu comme la visite de check-up chez le médecin, d'où la métaphore filée ici de la médecine. Et puis, l'expression le dit bien, mieux vaut prévenir que guérir. C'est pour ça que je vous invite à réfléchir à ces stratégies. Merci beaucoup pour votre attention.